Bonjour, après une interruption estivale, suite de notre campagne d'Adventure in Middle-earth, si nous avons doucement entamé la Mirkwood Campaign avec le précédent scénario, nous en sommes encore pour l'essentiel au prologue que constitue la mini-campagne de Wilderland Adventures. Vous trouverez dans l'article un lien qui vous permettra de remonter au début de la campagne si vous le souhaitez. Mais la présente séance correspond à la première partie du scénario de Wilderland Adventures intitulé Kinstrife and Dark Tidings, pages 37 à 58. À noter, je me suis référé pour la version française au supplément Contes et légendes des terres sauvages pour l'anneau unique, où le scénario original avait été traduit sous le titre Fratricide et mauvaises nouvelles, pages 42 à 63. Il y avait 5 joueurs qui incarnaient Agariel, une Dunedain vagabonde chasseuse d'ombre niveau 3, Aldamar le laconique, un homme des bois, protecteur frontalier niveau 3, Frédégar Sanglebuc, un hobbit de la comté, protecteur héros niveau 3, Jorin, un bardide, chasseur de trésors espion niveau 3, et enfin, Narvi, un nain du mont solitaire, frère d'armes, maître d'armes, niveau 3. Pour la bande originale, je ne suis pas allé chercher bien loin, j'ai utilisé les compositions de Howard Shore pour la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. La plupart des illustrations sont empruntées aux gammes de l'anneau unique et d'Adventures in Middle-earth, mais j'en ai aussi shippé à l'excellent compte-rendu de campagne très détaillé pour l'anneau unique, signé Ego, que vous trouverez sur le forum Casus No. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez également sur la chaîne l'enregistrement brut ou actual play de la séance, mais en voici autrement le compte-rendu tel que je l'ai écrit. Vers la fin de l'été de l'an 2947 du Troisième Âge, soit 2 mois environ après les événements narrés dans L'Agent du Magicien, les compagnons remontent la vallée de l'Anduin par la rive est, en territoire béornide, au nord-est du Vieux-Gué et au sud de la maison de Béorn. Seul Narvi a véritablement quelque chose de précis à faire en cette région, il y a passé pas mal de temps, à étudier scrupuleusement les reliquats de la vieille route de la forêt, mais il a aussi entrepris de nouer des liens avec les communautés de la vallée qui pourraient bien envoyer des observateurs à la grande assemblée des hommes des bois prévue pour l'an prochain et à laquelle le nain du mont solitaire participera lui-même en tant qu'observateur. Mais la situation n'est pas encore tranchée et s'il y a eu des ouvertures auprès des rudes béornides, nul ne sait encore s'ils enverront une délégation à Osgobel, même si cela paraît plausible car ils y ont tout intérêt. Accessoirement, Narvi, mais aussi Frédégar sont très curieux de goûter au fameux gâteau au miel des Béornides, une excellente raison d'arpenter leur territoire. Las, ils ne sont guère hospitaliers. La compagnie s'est ainsi retrouvée, essentiellement à l'invitation de Narvi, sur la rive est de l'Anduin, qui a de nombreux affluents. Le climat de fin d'été est idéal, la campagne verdoyante est sûre. Après un copieux bivouac, les héros curiens de presse s'accordent une sieste bienvenue. Jorin, cependant, ne partage pas vraiment la béatitude de ses compagnons. Peut-être cela a-t-il à voir avec l'inquiétante lettre de son père à Dal qu'il a reçue il y a peu. Il ne se sent pas tranquille en tout cas, et ne parvient pas à trouver le sommeil. Il remarque soudainement un grand vol de corbeaux comme sorti de nulle part, un peu plus loin au nord-ouest, à un peu plus d'1 kilomètre peut-être. Le bardide a l'impression qu'ils font des cercles au-dessus de quelque chose. Majorin est le seul des compagnons à avoir remarqué ce phénomène. Les autres, du moins ceux qui n'ont pas sombré dans la sieste, soit tous sauf Frédégar, ont vu le bardide se lever brusquement et fixer un point à l'horizon, mais ils sont bien en peine de dire pourquoi il s'agit de la sorte. Narvi l'interroge. Que lui arrive-t-il? Aldamar et Agariel sont tout aussi perplexes qu'ils n'ont rien remarqué de spécial dans la direction fixée par Jorin. Il désigne des corbeaux que personne à part lui ne voit. Agariel sait cependant que son compagnon bardide a parfois des présages et elle les prend au sérieux. Il n'augure généralement rien de bon. Il faut aller jeter un œil là-bas. Jorin n'attend à vrai dire pas les autres. Agariel réveille Frédégar et ils suivent tous le bardide qui progresse à grands pas. À mesure que les compagnons approchent, le bourdonnement des mouches remplace celui des abeilles. Ils entendent aussi comme une sorte de martèlement, un peu comme un poing cognant à une porte en bois, assez régulier. L'ambiance devient plus sinistre, et Agariel, craignant le pire, plisse les lèvres et sort son épée. Ils arrivent enfin sur place. Jorin ne voyait ni n'entendait plus les corbeaux, mais il savait parfaitement où se rendre. Une barque est échouée sur la rive d'un affluent de l'Anduin, à son bord 2 cadavres percés de flèches, et une nuée de mouches qui s'affairent autour. Le martèlement est produit par le poing d'un des hommes que le courant pousse régulièrement contre la coque de la funeste embarcation. Ce spectacle morbide noue le ventre de Narvi. Les compagnons s'approchent pour en apprendre davantage. Leur premier réflexe est d'identifier les flèches, et il ne fait aucun doute, à leur empennage notamment, qu'elles sont orques. Les cadavres commencent à sentir un peu, mais cela ne fait probablement pas très longtemps qu'ils sont ici et dans cet état. Leur mort doit remonter à 1 jour, 2 au plus. On peut eux aussi les identifier à leur allure. Pour Frédégar tout spécialement, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de guerriers béornides. Et pas n'importe lesquels.
Le hobbit, en s'approchant, a remarqué, fichées au revers de leur cape, 2 broches argentées en forme d'ours. Il sait, après ses voyages dans la région, que cela désigne les défunts comme étant des Thanes de Béorn, ses plus proches conseillers. À y regarder de plus près, il reconnaît même l'un des 2 hommes, un certain Mérovée le Puissant. C'est sérieux. Agariel rôde dans les alentours, elle s'éloigne un peu de la barque en amont, en quête de traces lui permettant de comprendre ce qui s'est passé au juste. D'autres mouches bourdonnantes l'amènent à trouver 2 autres cadavres, d'orques cette fois. Mais la découverte est très incongrue. Les 2 humanoïdes sont embrochés sur une même lance béornide. Celui qui l'a projeté a réalisé un vrai coup de maître d'une puissance exceptionnelle. Elle trouve d'autres traces d'une bande d'orques en maraude, qu'elle estime à une quinzaine ou vingtaine d'individus. La scène est relativement fraîche, mais Agariel ne croit pas que les orques se trouvent encore dans les environs, ce qui ne rassure pas Narvi qui reste aux aguets, hache en main. Un examen plus approfondi permet à la Dunedain de déterminer que la bande a probablement pris la direction du nord-est. Et c'est étonnant, ces créatures se promènent en plein territoire béornide. On n'en avait plus vu dans la région depuis la bataille des 5 armées. Jorin et Aldamar regardent la barque de plus près. L'homme des bois remarque plusieurs choses. D'une part, il n'y a que très peu de vivres à l'intérieur. Sans doute les béornides étaient-ils proches de leur destination. D'autre part, il y a une corde au milieu de la barque qui a visiblement été tranchée. Aldamar en conclut sans peine qu'elle servait à contraindre un prisonnier qui a dû s'en libérer pendant ou après la bataille. Enfin, le frontalier remarque que le fourreau de Mérovée le Puissant est vide. Sans doute le prisonnier est-il parti en emportant l'épée du Than. Que faire? Aldamar suppose qu'il faudrait mener au moins les broches à Béorn. Mais pour Jorin et Narvi, il ne fait aucun doute que le fameux changeur de peau ne s'en satisfera pas et voudra voir les cadavres de ses Than. Au fond, cette situation leur parle, à eux qui ont ramené le cadavre de leur camarade Aéweniel à Foncombe après leur mésaventure dans les monts brumeux. Agariel, de retour, approuve, pas question de laisser les cadavres en l'état à la merci des charognards. Les compagnons peuvent remorquer la barque en amont de cet affluent de l'Anduin, ce qui les approchera de la maison de Béorn, après quoi il ne sera guère compliqué de confectionner des sortes de civières pour achever le trajet à l'intérieur des terres. Il est impossible dans ces conditions d'atteindre leur destination avant la nuit, mais ils y arriveront vers midi le lendemain. Les compagnons progressent avec prudence. Après tout, il y a des orques dans le coin. Ils parviennent cependant à la maison de Béorn sans encombre. C'est le centre politique de la région, mais ça n'est même pas vraiment un village s'il y a des petits hameaux dans les environs. Ça n'est qu'à peine une ferme, à vrai dire. Une haie l'entoure et le portail est ouvert. Plusieurs animaux se promènent à l'intérieur. Des chiens notamment qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à Shadrach, l'animal de compagnie de Dodinas Brandebouc à l'auberge orientale. Tandis que les compagnons approchent, les chiens s'avancent aussitôt vers eux en aboyant, pas forcément de manière menaçante, mais c'est un sacré vacarme. Très bref cependant, ils se taisent en voyant les civières. Ils s'approchent, reniflent les cadavres, et se mettent aussitôt à hurler à la mort. Un homme très massif est assis devant le porche de la demeure. Il ne fait aucun doute, même sans l'avoir jamais rencontré, qu'il s'agit du légendaire Béorn. Il regarde les compagnons d'un œil assez noir. Il reste assis à tailler un bout de bois, et Aldamar et Jorin se rendent compte qu'ils n'usent pas d'un couteau pour se faire, mais de ses propres ongles. Béorn se lève enfin, sans dire un mot. Les compagnons vont à sa rencontre avec les brancards. Ils préfèrent se taire eux aussi. Le colosse regarde les cadavres. Mérovée, Odon. Puis il demande d'un ton ferme aux héros qui ils sont. Des oiseaux de mauvais augure. Que s'est-il passé? Frédégard prend sur lui d'expliquer tout cela. Le hobbit, qui peut sans doute rappeler Bilbo à Béorn, Narvi pouvant lui rappeler ses bien trop nombreux compagnons, s'y prend au mieux, sans en faire trop, en s'en tenant aux faits de manière précise. Béorn apprécie la concision et la franchise. Il commence par remercier les aventuriers de lui avoir ramené les dépouilles de Mérovée et d'Odon, puis il se penche de nouveau sur les flèches. Des orques si près de chez moi. Il faut qu'ils soient très audacieux, ou très stupides. Mais ils ont tué mes hommes, et ce crime ne restera pas impuni. Frédégard ayant évoqué l'hypothèse d'un prisonnier qui se serait échappé, Béorn explique qu'il avait envoyé Mérovée au sud pour y régler les disputes en son nom. Je n'ai jamais voulu être un meneur d'hommes. Mais si les habitants de la région choisissent de me suivre, alors ils doivent respecter ma loi. Et ceux qui ne le font pas seront jugés sur le Carrock. J'imagine que Mérovée me ramenait un criminel pour que je décide de son sort. Mais il n'y a pas que l'épée de Mérovée qui manque. Béorn avait confié à son Than une bourse pleine de pièces d'argent, et en faisant la remarque, il dévisage d'un air sombre les compagnons, visiblement suspicieux, tout spécialement à l'encontre de Narvi, Agariel et Jorin. Il ne les accuse pas expressément d'être des voleurs, surtout après la belle prestation de Frédégard, mais il ne semble pas encore leur faire confiance. En fait, c'est tout spécialement la mystérieuse Dunedain qui le trouble. Ceci étant, ces précieuses remarques quant au comportement de la bande d'orques en maraude jouent en sa faveur.
De même que l'évocation par Narvi du jet de lance magistral de Mérové le Puissant. Il portait bien son nom. Beorn confie à ses serviteurs, soit ces merveilleux animaux, tous en mesure de se dresser sur leurs seules pattes arrière, la tâche de s'occuper des dépouilles des Tânn, et il invite les compagnons à le suivre dans sa demeure. Le roi des Béornides vit dans une masure très humble, de même qu'il n'arbore pas le moindre bijou, tandis que la hache à sa ceinture a visiblement beaucoup servi, un outil fonctionnel sans la moindre dimension ostentatoire. On est aux antipodes de l'image qu'un Jorin ou un Narvi tout spécialement peuvent se faire d'un roi, avec barde ou daim pied d'acier pour référence. Leur hôte fait bouillir le thé lui-même et leur sert de ses délicieux gâteaux au miel, ce qui enchante les gourmands Frédégar et Narvi. Puis Beorn s'assied sur un banc très décontracté. Vous êtes des voyageurs. Vous avez des nouvelles du vaste monde à me rapporter. Ses invités échangent volontiers comme il se doit. Rosgobel, Radagast, que Beorn connaît bien, la forêt noire, Beorn écoute avec attention le récit fait par Narvi de leur première aventure, l'agitation des orques vers le sud, Agariel tend à Beorn la copie qu'elle avait faite du rapport de Beran, elle sait où il se situe dans le combat contre l'ombre et le changeur de peau apprécie son geste, la prenant visiblement un peu plus au sérieux. Dans la forêt noire vers le sud, oui, mais aussi dans les monts brumeux, l'agitation des orques. Oui, il y en avait pour croire qu'après la bataille des 5 armées, les peuples libres du Nord s'étaient définitivement débarrassés de la menace orque dans les terres sauvages, mais moi-même je n'y ai jamais cru un seul instant. Tout cela intéresse fort Beorn. Le colosse n'est pas exactement bavard, hein, mais il a le don d'écouter et grogne de temps en temps son approbation. Toutes ces discussions, ça donne faim. Beorn tape dans ses mains et des moutons pénètrent dans la pièce avec des plats sur leur dos, qui sont servis aux convives par des chiens dressés sur leurs pattes arrière. La sombre atmosphère des débuts a cédé la place à une scène proprement féerique, et les compagnons sont pour un temps libérés de leur fardeau. Et ils perçoivent tous qu'en dépit de la tragédie qui les a amenés ici, Beorn, s'il n'en fait certainement pas état ouvertement, leur fait confiance. Il a apprécié leurs gestes, leurs explications, leur comportement global, il les prend au sérieux. Au fur et à mesure que les plats arrivent, des petits groupes de Béornides pénètrent dans la demeure, s'asseyant eux aussi à la longue table. Cette salle à manger s'avère bien plus grande que les compagnons ne le pensaient instinctivement. Beorn les salue et n'a pas besoin de les informer du sort de Mérové et d'Odon, les nouveaux convives sont venus rendre hommage aux Tânn défunts. Les Béornides sont des hommes rudes, ils sont affectés par ce qui s'est produit, mais le montrent aussi peu que possible. Certains cependant sont venus avec femmes et enfants, et il s'en trouve qu'ils ne parviennent pas à retenir quelques larmes. On lève régulièrement sa corne en l'honneur des défunts, on en rend des anecdotes tout à leur gloire. Au bout d'un moment, Beorn fait signe à un de ses hommes, lui murmure quelque chose à l'oreille, puis va se coucher sans un mot de plus. Le Béornide s'approche alors des compagnons. S'ils le désirent, ils pourront dormir à l'intérieur de la demeure. On a aménagé une chambre pour eux. Ils perçoivent tous très bien qu'il s'agit d'un grand honneur. Dormir dans la salle commune, ou même l'étable, aurait déjà été quelque chose qui n'est pas permis à tout le monde, et la plupart des Béornides de l'assistance n'espéreraient pas davantage pour eux-mêmes. Durant la nuit, dans leur chambre un peu rustique mais très confortable, Frédégar et Aldamar, qui ont un peu de mal à trouver le sommeil, entendent des grognements très sonores, des reniflements aussi, qui évoquent un très gros animal, probablement un ours colossal rôdant dans les environs, à l'intérieur du périmètre de la ferme. Frédégar apeuré suggère de barricader la porte, mais alors même qu'il s'interrogeait à ce propos, les grognements et reniflements, mais parfois aussi de très intimidants rugissements, cessent, ou plus exactement s'éloignent. Frédégar n'est pas beaucoup plus rassuré, mais aucun autre événement ne se produit durant la nuit, ils parviennent enfin à s'endormir. Le lendemain matin, le temps est au beau fixe, et les compagnons ont été portés à faire la grasse matinée. Quand ils quittent leur chambre, gagnant la salle à manger, ils tombent sur un Beorn souriant en train de faire la vaisselle, un de ses chiens lui tendant les assiettes, un autre s'activant avec les serviettes. Mais sur la grande table se trouve une douzaine de casques orques entassés. « Vous avez bien dormi ?» demande le changeur de peau. « Oui, mais Frédégar, le premier debout, désignant les casques, c'est une sacrée chasse que vous avez fait cette nuit. » Beorn indique du doigt la fenêtre, et Frédégar voit une douzaine de têtes d'orques fichées sur des pics juste à l'extérieur. « Oui, j'ai été occupé la nuit dernière. Une bande d'orques se promenant sur mes terres comme en pays conquis, et puis quoi encore? La mort d'un millier d'orques pourrait payer pour celle de Mérové et d'Odon, mais je préférerais encore avoir mes amis. Au moins justice a été faite. » Beorn, en ayant fini avec sa vaisselle, tend une tasse de thé à Frédégar et sa table lui-même. Mais il y avait d'autres signes. J'ai parlé aux oiseaux, aux bêtes. Il y avait bien un troisième homme dans cette barque, un prisonnier comme vous l'aviez deviné. Il est parti vers le sud, vers chez lui, j'imagine, là où j'avais envoyé Mérové. Je n'en sais pas plus, mais il faut le retrouver. Narvi, qui avait rejoint la conversation, propose aussitôt que les compagnons s'en chargent.
Vous savez, maître nain, il n'y a pas beaucoup de gens de votre peuple à qui je dirais ça, mais je vous fais confiance. Et je crois bien que c'est vous qui devriez partir en quête de ce prisonnier. Si vous êtes tombé sur cette barque, moi, je crois pas au hasard quand les signes s'accumulent. C'est le destin. Et je suis pas du genre à finasser avec le destin. Alors oui, si vous voulez bien partir après ce prisonnier, je vous en saurai gré. Vous m'avez impressionné favorablement, tous. Je ne vous donne pas l'ordre de retrouver le fugitif. Voyez ça comme une requête. Tous acceptent, même si Jorin hésite, car la lettre de son père l'incitait à regagner Dalo plus tôt. Cependant, le Bardide est d'accord avec les propos de Beorn sur le destin. Cette vision d'un vol de corbeaux qui les a conduits à la barque l'incite finalement à rester avec les compagnons pour mener cette aventure à son terme. Mais Beorn a une dernière requête. Dans la soirée vont débuter les funérailles de Mérové et Odon, et Beorn souhaiterait que les compagnons y participent. Les cérémonies complètes prennent plusieurs jours, et les héros ne sauraient s'attarder davantage, mais le changeur de peau est convaincu, là encore parce qu'il ne croit pas au hasard, qu'il devrait du moins rester pour cette soirée. De manière plus formelle que la veille, il s'agira d'échanger anecdotes et libations en l'honneur des défunts. Dans la journée, Narvi trouve enfin à aborder avec Beorn les sujets qui le préoccupent plus particulièrement, l'assemblée des hommes des bois et l'entreprise de restauration de la vieille route de la forêt. Beorn l'écoute avec attention, grommelant de temps en temps en hochant la tête. Le changeur de peau est assez d'accord avec le tableau que lui expose Narvi. Les hommes des bois devraient s'unir, et les peuples libres du Nord au-delà, et la route être restaurée, même si cela impliquerait la présence de davantage encore de ces nains que Beorn ne prise guère de manière générale. Au-delà, l'entreprise impliquerait sans doute de développer le vieux guet, voire d'aller faire un sort aux gobelins qui pullulent du côté du Haut-Col, ou vers le sud, car ces mauvaises nouvelles l'inquiètent visiblement. Ils évoquent aussi quelques rumeurs concernant le sentier des elfes et le retour du loup-garou de la forêt noire. Et Beorn est positif, tout cela serait souhaitable. Il ne promet pas d'assister en personne à l'assemblée d'Orsgobel, mais il y réfléchira et il y aura de toute façon une délégation béornite sur place. Et le soir, les funérailles débutent, et l'avalanche d'anecdotes tout à la gloire de Mérové et Odon, combien d'orques ils ont tués lors de la bataille des 5 armées, etc. Le laconique Beorn ne fournit pas lui-même de tels récits, mais grogne régulièrement à l'évocation de tel ou tel haut fait. Les béornites de l'assistance sont un peu indécis quant à la présence des compagnons. Certains semblent curieux de ce qu'ils pourraient bien narrer pour honorer les défunts. Le problème étant bien sûr qu'ils ne les connaissaient pas. Autre problème, les compagnons perçoivent bien que si les béornites n'ont assurément rien contre la forfanterie, ils n'apprécient par contre vraiment pas le mensonge. Il y a donc un équilibre très délicat à trouver. Mais Agariel évoque en termes simples et forts le jet de lance magistral de Mérové qui a embroché 2 orques, et c'était typiquement ce qu'il fallait faire. Les béornites de l'assistance approuvent de vigoureux hochements de tête l'exploit du Tan décédé. Narvi et Jorin par ailleurs ont commencé dans l'après-midi à écrire une chanson sur Mérové et Odon. Ils se proposent d'en donner un aperçu qui convainc moins l'assistance. Pas au point cependant où cela deviendra embarrassant, c'est simplement un peu médiocre. Les convives perçoivent que l'intention était bonne et s'en tiennent là. Les compagnons se retirent, passant une deuxième nuit dans la maison de Beorn. Le lendemain, à l'aube, il est temps de se lancer à la poursuite du prisonnier évadé. Mais les indices précis manquent. Agariel a eu beau s'entretenir à cet effet avec Beorn, évoquant bien des lieux-dits, il n'a pas été possible d'en tirer grand-chose. Beorn, pour avoir parlé aux bêtes et aux oiseaux, sait que le fugitif est parti vers le sud. Il suppose qu'il a eu pour réflexe de retourner auprès des siens. Après tout, c'est vers le sud, au-delà du vieux guet et de la vieille route des nains, qu'il avait envoyé Mérové. Mais son office de juge itinérant le conduisait là où il y avait des disputes, il n'y avait pas d'itinéraire plus précisément défini. Et puis, dans cette région très peu densément peuplée, les frontières sont parfois un peu floues entre le territoire béornide et celui des hommes des bois. Beorn n'est donc pas en mesure d'en dire davantage, ils ont cette seule indication, le sud. Agariel propose de retourner là où ils avaient trouvé la barque, puis de suivre l'affluent de l'Anduin en question vers le sud, et le fleuve lui-même le cas échéant. Emprunter un radeau pourrait leur faire gagner du temps, mais au risque de rater des indices ou des témoins sur les rives, et il n'y a pas de navigateur parmi eux aussi, choisissent-ils de marcher. Les compagnons se sont vus confier une tâche importante, mais la progression dans ces terres libres est agréable, ils n'en sont que plus ragaillardis. Agariel ne laisse pas sa vigilance s'amoindrir pour autant. Il y a peu une bande d'orques écumait cette région si souriante, et il pourrait y en avoir d'autres. Et lors de leur 4e jour de marche, ils ont dépassé le vieux guet la veille sans s'y arrêter, la Dunden découvre un cadavre d'orque sur la rive de l'Anduin. Son allure évoque ceux qui ont été tués par la lance de Mérové. Mais ce cadavre est décapité. La décollation est très nette, très franche, évoquant un coup bien assuré porté avec une lame de qualité. Agariel fouille les environs mais ne trouve pas d'autres cadavres. La scène a dû se produire 2 jours plus tôt et il est impossible après tout ce temps de dénicher des traces visibles qui les orienteraient dans la bonne direction.
Les compagnons n'en ont pas moins la conviction d'être sur la bonne voie et continuent vers le sud. Au cours de leur périple, ils ont croisé de temps à autre des fermes isolées ou des petits hameaux sans s'y arrêter, mais après cette découverte, ils jugent bon d'accoster un paysan béornide dont la ferme se trouve à plusieurs heures de marche du cadavre d'orque. Le vieux bonhomme s'appelle Guéral et vit seul. Son aspect bourru ne doit pas tromper. Il accueille volontiers les compagnons, les invitant à se désaltérer avec un pichet d'hydromel et à échanger des nouvelles. Il est tout spécialement fasciné par Frédégard, n'ayant jamais vu de hobbit auparavant. On dit qu'il y a des petits gars comme ça du côté des champs d'iris, en tout cas dans des chansons, tout ça. J'en ai jamais vu. Faut dire, c'est loin les champs d'iris. Alors, votre pays au-delà des montagnes, c'est sauvage par là-bas. Frédégard lui vante l'auberge orientale, mais Guéral se méfie des étrangers et de leur cuisine. Sans pas de respect, bien sûr. Vous, c'est pas pareil, ça se voit. Il apparaît clairement qu'il a peu ou prou jamais quitté sa ferme. Pour lui, Bourg-les-Bois, c'est le bout du monde. Le finalement sympathique Guéral est un bon exemple de ce dont parlait Béorn, un bon bougre trop facilement persuadé que les orques ne sont plus une menace après la bataille des 5 armées, et que Béorn à lui seul les dissuaderait de revenir dans le coin. Mérové et Odon sont passés par là il y a quelque chose comme une semaine ou 10 jours, mais ils ne se sont pas attardés. Ils descendaient l'Anduin. Mais quand on descend, c'est pour remonter au bout d'un moment, non? Agariel lui décrit l'épée de Mérové. N'aurait-il pas vu quelqu'un qui l'arborait? Garal ne saurait en jurer, mais il a accueilli un autre voyageur il y a de cela 3 ou 4 jours. Un jeune gars bien charpenté, très poli. Garal ne jurait pas que son épée correspondait à la description faite par Agariel, mais il en avait bel et bien une. Et généreux, le bonhomme. Il lui a laissé une pièce d'argent en paiement de la nuit passée dans la ferme. C'était beaucoup trop. Odéric, qu'il s'appelait. Un béornide, oui. Un peu bizarre, mais aimable. Agariel lui demande ce qu'il entend par bizarre. Eh bien, nerveux. Aux aguets, quoi. Même le cul posé sur ce banc à siroter un bon verre, il avait les yeux et les oreilles tendus vers tout et n'importe quoi. Il n'a pas dit où il allait, mais il a pris la direction du sud au petit matin. Après, je suis pas du genre à poser des questions aux étrangers sur d'où qu'ils viennent. Mais vous, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Agariel préfère taire le sort de Mérové et d'Odon et la possibilité qu'Odéric soit un fugitif. Elle dit craindre qu'il ait des orques aux fesses, pourtant, ce qui laisse Garal pour le moins perplexe. Des orques par ici? Allons bon. Mais Nervis se montre franc. Oui, il y a des orques dans le coin. Et par ailleurs, ces sinistres créatures ont tué Mérové et Odon. Garal n'en revient pas. Les Tannes tués par des orques? Quelle histoire! Et cet Odéric serait leur prisonnier qui se serait enfui en volant l'épée du puissant. Et Béorn aurait dépêché les compagnons pour le retrouver. Mais il avait l'air très bien, ce petit gars. Et pourtant... Guéral offre volontiers le gîte pour la nuit aux compagnons, et pas besoin de le payer avec une pièce d'argent. Agariel, au petit matin, insiste pourtant pour lui en donner 2 autres. Guéral ravi les fournit en vivres et en hydromel. Il a fait une excellente affaire. Les compagnons continuent de suivre l'Anduin vers le sud, jusqu'à arriver à un endroit où l'on devine qu'il y a longtemps de cela se trouvait un autre gué pour franchir la grande rivière. D'ailleurs, non loin se dresse un village un peu plus conséquent que les hameaux qu'ils avaient croisés jusque-là, et entouré d'une palissade de bois, à l'intérieur duquel jaillissent les ruines d'une très vieille tour de pierre, le produit d'une époque lointaine où la région était plus sûre et civilisée. Les compagnons décident d'y faire une halte et de poser quelques questions aux autochtones. La porte du village est ouverte, mais surveillée. Les habitants qui aperçoivent les compagnons les regardent d'un œil très méfiant. Un trait plutôt commun chez les Béornides, mais là où Guéral avait vite brisé la glace, cette fois la suspicion se prolonge. Le vieux fermier avait quelque chose d'une exception. Le temps que les compagnons arrivent au niveau de la porte, une petite délégation de 3 personnages vient à leur rencontre. Un vieil homme tout fripé qui grommelle dans sa barbe. Une jeune femme avec peut-être un air de famille qui a l'air particulièrement décidée. Elle est un peu intimidante à vrai dire. Et enfin, un jeune homme aux longs cheveux blonds, un guerrier visiblement très nerveux, menaçant, la main prête à dégainer sa hache au moindre faux mouvement. C'est la jeune femme qui prend la parole. Elle se présente comme étant Ava, fille de Hartwolf, ici présent. Quant au jeune homme, il s'agit de Williferd, le meilleur guerrier de Pierreguet, ajoute-t-elle, après un silence un peu trop prolongé. Elle interroge les voyageurs sur les raisons de leur présence ici. Narvi déclare aussitôt qu'ils sont des envoyés de Béorn. Ils n'ont pourtant pas l'air très béornides. Mais le nain du mont solitaire explique activement ce qui leur vaut ce statut, et ils ont des broches qu'il leur a données pour les identifier comme étant à son service, au moins temporairement. Ava observe les broches très attentivement et les juge authentiques, mais elle ne se décrispe pas pour autant. Si ses paroles ne sont pas à proprement parler longues, brusques, elle fait néanmoins entendre aux compagnons que Pierreguet n'a pas pour habitude d'accueillir des voyageurs. Si c'est l'hospitalité qu'il cherche, mieux vaudrait se rendre ailleurs. Elle évoque même Fort-Bois, qui est bien à 3 ou 4 jours de marche au sud-ouest. Est. Mais ce n'est pas un abri qu'il cherche, mais un prisonnier, un fuyard. Ava est visiblement décontenancée, elle qui fait tant d'efforts pour demeurer stoïque, et Agariel d'avancer aussitôt le nom d'Odéric.
Ava devient subitement très pâle. Bon sang. Il venait d'ici? Oui, il l'avait confié à Mérové pour qu'il soit jugé au Carrock. Mais il se serait donc échappé? Artwulf marmonne dans sa barbe quelque chose à propos de mauvais présages. Ava lui passe une main sur l'épaule pour le calmer, et de même pour Williferd qui se montrait toujours plus menaçant. Mais la jeune femme est visiblement stupéfaite. On ne s'échappe pas de Mérové comme ça. Mais Mérové est mort, tué par des orques. Cela fait beaucoup de mauvaises nouvelles d'un coup, visiblement. Mais Jorin n'y tient plus. Que reproche-t-on au juste à cet Odéric pour l'avoir confié à la justice de Béorn? Ava, qui ne porte visiblement pas Odéric dans son cœur, lui répond sèchement le pire des crimes. Il a tué un des siens. Une sale histoire. Ava, qui ne se contient plus, explique qu'il a tué un certain Radfik dont il était jaloux, surtout depuis que ce dernier avait épousé sa sœur Brunhilde. Il devait être jugé au Carrock et ne plus leur causer d'ennui. Mais mieux vaut ne pas parler tout cela devant la porte du village. De très mauvais gré, Ava constate qu'elle ne peut pas leur refuser l'accès à Pierreguet. Ils pourront s'installer chez Odéric s'il leur faut passer la nuit ici. Cependant, la coutume du village exige que les visiteurs laissent leurs armes à Williferd le temps de leur séjour. Envoyés de Béorn ou pas, telle est la coutume et nul n'en est exempté. Si la plupart des compagnons accèdent sans plus regimber à cette demande, pas particulièrement exceptionnelle, Jorin se montre quant à lui extrêmement méfiant. Quant à Aldamar, il lâche qu'il préfère encore dormir dehors. Mais ils comprennent tous que le très nerveux Williferd serait du genre à considérer tout refus comme une agression ouverte et à réagir en conséquence, ce qui ne serait pas le meilleur moyen de les introduire à Pierreguet. Tous, même en renaclant, acceptent enfin de se plier à la coutume. Ava les conduit à la maison d'Odéric. Les villageois demeurent très méfiants à leur rencontre. La nervosité de Williferd s'explique sans peine. Avec la mort de Radfik et l'arrestation d'Odéric, il s'est retrouvé bombardé d'un seul coup au poste de défenseur du village et il n'y était pas prêt. C'est un jeune homme bien trop nerveux que ses responsabilités soudaines accablent. Mieux vaut éviter de lui chercher des noises. Mais Agariel évoque aussi la présence des orques dans la région. Ava a tout fait d'en rendre Odéric responsable. Les compagnons supposent qu'il a pu repasser par le village. Personne ne l'aurait vu? Ava en doute. Personne ici n'aurait souhaité s'entretenir avec lui après ce qui s'est passé. Il a brisé le cœur de Brunhilde et celui du vieil Helmgut, et il n'a jamais été doué pour nouer des liens. C'était un jeune homme colérique, incapable de se contenir, autant dire de vivre en société. Et il a toujours été jaloux de Radfik, lui reprochant de lui avoir pris sa place en tant que guerrier du village, héritier de Helmgut et sans doute aussi époux de Brunhilde. Cela devait arriver un jour ou l'autre. Ils sont tous un peu responsables, car ils auraient dû se rendre compte que quelque chose couvait et agir en conséquence. Elle ne porte visiblement pas le fugitif dans son cœur. Mais quant à savoir s'il serait repassé par ici, elle concède qu'elle ne peut pas parler pour tous les villageois en l'espèce. Elle, en tout cas, elle ne l'a pas revu depuis qu'il a été confié à Mérové. Mais Jorin veut en savoir davantage sur le criminel et son forfait. Ava explique que les parents d'Odric ont été tués par des hors-la-loi alors qu'il n'était qu'un tout petit enfant. Helmgut, un grand guerrier en son temps, l'a élevé comme son propre fils, avec sa fille Brunhilde. Puis Radfik est arrivé des montagnes, un guerrier doué, autrement stable que le fougueux Oderic, qui inspirait la confiance. Aussi est-ce finalement lui qui a hérité de la charge de protecteur du village et a épousé Brunhilde, ce pourquoi Oderic lui vouait une haine mortelle. Et ce qui devait arriver arriva. Y a-t-il eu un déclencheur précis? Ava, gênée, évoque à demi-mot des racontars auxquels elle dit ne pas porter crédit. Il s'en trouve au village pour prétendre que Radfik aurait surpris Oderic et Brunhilde au lit, mais ce ne sont que des ragots mal intentionnés. Quoi qu'il en soit, rien ne saurait excuser le crime perpétré par Oderic. Agariel interroge Ava sur les conditions dans lesquelles Oderic a été remis à Mérové. Elle explique que, quoi qu'il se soit passé au juste, Brunhilde seule a été témoin du meurtre, dont la réalité ne fait de toute façon aucun doute. Mais Helmgut est arrivé sur place peu après, découvrant sa fille en pleurs, Radfik mort, un poignard planté dans le cœur, et Oderic au-dessus de lui, tremblant, haletant. Helmgut a vite compris ce qui s'est passé et a réagi aussitôt en assommant son fils adoptif d'un coup du plat de sa hache. Quand les villageois ont appris que Mérové rondait la justice dans les environs, ils n'ont été que trop heureux de lui confier le criminel pour qu'il soit jugé au Carrock. Narvi avance qu'il ferait bien de questionner Brunhilde. La perspective n'enchante visiblement pas Ava, qui insiste sur la douleur de la jeune veuve, mais s'ils y tiennent, ils la trouveront sans doute au cimetière, juste à l'extérieur du village. Elle s'y rend tous les jours pour fleurir la tombe de son époux et s'y abandonner à son chagrin. Les compagnons y vont aussitôt. La jeune femme est effectivement là, vêtue d'atours de veuve, agenouillée devant une tombe récente qu'elle vient de fleurir. Elle a l'air profondément abattue, pas dans le meilleur état pour répondre à des questions. Mais les compagnons n'ont guère le choix, si Narvi prend soin de préciser d'emblée qu'ils sont neutres dans cette affaire, mais chargés d'assister la justice de Béorn. Le chagrin de la jeune femme saute aux yeux, et Jorin est convaincu de sa sincérité. Mais le Bardide comprend autre chose, à tort ou à raison, elle se sent au moins pour partie responsable de ce qui s'est passé.
Il est difficile d'obtenir des réponses d'elle, mais Frédégard s'y prend au mieux avec douceur en faisant montre de compassion. L'inimitié entre Radfik et Odéric était ancienne, et Odéric était bel et bien jaloux de l'usurpateur. Odéric et elle ont été élevés comme frère et sœur, mais le jeune homme était amoureux d'elle, elle le savait très bien. Elle l'aimait quant à elle comme une sœur. Il avait bon fond. Oui, il était impulsif, bagarreur, mais il pouvait aussi se montrer très doux, très prévenant. Elle a bien assisté au meurtre, oui, mais il ne faut pas croire les ragots. Odéric était venu la voir. Il venait lui annoncer qu'il avait pris la décision de quitter Pierreguet. Il ne se sentait vraiment pas à sa place dans ce village où tout le monde le prenait de haut, à part elle-même. Il préférait partir mener une vie d'aventure, trouver la fortune et la gloire loin de Pierreguet. Il avait évoqué la proclamation du roi Bard à Dal. Il songeait à s'y rendre pour y trouver un emploi à sa mesure. Puis Radfik est arrivé, les surprenant en pleine conversation. Brunhild ne saurait dire qui au juste a dégainé le poignard, mais les compagnons connaissent sans doute la suite. Mais Agariel avance qu'Odéric a pu revenir à Pierreguet pour la revoir une dernière fois, et le trouble de Brunhild est perceptible pour tous. Elle n'ose pas nier. Oui, Odéric est repassé par Pierreguet il y a quelques jours. Il l'a surprise la nuit dans sa demeure et lui a hâtivement expliqué ce qui s'était passé avec Mérové et Odon, mais de manière trop laconique pour apprendre aux compagnons quoi que ce soit. Odéric en tout cas y voyait une seconde chance que lui offrait le destin, et il comptait bien la saisir. Il allait quitter le pays Béornide, où il était désormais un fugitif coupable de meurtre. Il disait vouloir traverser l'Anduin et partir à l'aventure sur la rive ouest, après quoi Brunhild n'espère plus jamais le revoir. Que comptent-ils faire? Ils ont donné leur parole à Béorn qu'ils le lui ramèneraient pour qu'il soit jugé. Brunhild le comprend bien, mais ils doivent savoir que s'ils conduisent Odéric au Carrock, il sera jugé coupable et condamné. Oui, elle l'aime toujours, c'est son frère. Jorin avance que Béorn a la réputation d'un juge honnête. Il entendra la cause et tranchera avec justice. Cela pourrait être une chance pour Odéric, car il a visiblement eu maille partir avec des orques, lesquels ne s'embarrassent pas de justice. À suivre.